C'était censé être le plus beau jour de ma vie. Je me tenais à l'entrée de l'église Saint-Sulpice, au cœur de Paris, dans ma robe blanche conçue par la meilleure couturière de la ville. Mon cœur battait comme s'il voulait s'échapper de ma poitrine. Des fleurs d'oranger ornaient chaque recoin, et une odeur d'encens flottait dans l'air tandis que les invités attendaient avec impatience. Aujourd'hui, j'allais épouser Antoine, l'homme que je croyais connaître, l'homme que je pensais m'aimer. Le soleil de mai filtrait à travers les vitraux, créant un spectacle de couleurs sur les dalles de pierre. Mon père me serra la main avant que nous commencions à descendre l'allée centrale. « Tu es sûre, Chloé ?» me murmura-t-il. J'ai hoché la tête, bien qu'une étrange sensation me nouait l'estomac depuis mon réveil ce matin-là. Les musiciens commencèrent à jouer alors que nous avancions lentement. Je pouvais voir Antoine m'attendre près de l'autel, dans son costume impeccable et son sourire parfait. Ce sourire qui m'avait fait tomber amoureuse lors de cette soirée d'entreprise, 3 ans plus tôt. Le même sourire qui, maintenant, pour une raison quelconque, me semblait répété. J'ai vu ma mère pleurer discrètement au premier rang, ma sœur Hélène avec son mari et ses enfants, mes amies de l'université, certaines venues de Lyon et de Marseille pour l'occasion, et j'ai aussi vu Martine, la mère d'Antoine, assise comme une reine, avec son chapeau sophistiqué et son expression de perpétuel mécontentement. Elle ne m'avait jamais aimée. Dès le premier jour où Antoine m'a présentée, j'ai su que pour elle, je n'étais pas assez bien, malgré mon poste de PDG de l'une des startups technologiques les plus prometteuses de France. Quand nous sommes arrivés à l'hôtel, mon père m'a confié à Antoine avec un geste solennel. Le père Duval nous a souri à tous les deux et a commencé la cérémonie. Tout se déroulait comme nous l'avions répété. Les lectures, les promesses, les alliances attendant sur le plateau d'argent. Mais juste avant que le prêtre ne nous demande nos vœux, l'impensable se produisit. Martine se leva de son siège d'un mouvement brusque. Le silence s'empara de l'église. Un instant, j'ai pensé qu'elle se sentait mal, qu'elle avait peut-être besoin d'air. Mais alors elle parla, d'une voix claire et tranchante comme du cristal. « Avant que cette farce ne continue, dit-elle, je veux que tout le monde sache la vérité. Cette femme, me désigna-t-elle avec mépris, ne veut épouser mon fils que par intérêt. Et à moins qu'elle ne verse 150 000 € à notre famille pour compenser ce qu'elle nous doit, ce mariage n'aura pas lieu. » Un murmure de stupeur parcourut l'église comme une vague. J'ai senti le sol bouger sous mes pieds. Une dette ? De quoi parlait-elle ? J'ai regardé Antoine, espérant voir sur son visage la même confusion, le même outrage. Mais ce que j'ai vu m'a glacé le sang. L'indifférence. Comme s'il assistait à une scène de théâtre qui ne le concernait pas. « Antoine ?» Ma voix sonna plus faible que je ne l'aurais voulu. Il haussa les épaules. « Ma mère a raison, Chloé. Ton entreprise profite de nos contacts depuis des années. Il est juste qu'il y ait une compensation. » Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. L'entreprise était la mienne. Je l'avais bâtie de zéro avec mes propres efforts. Antoine y travaillait à peine depuis 1 an, embauché à ma demande comme directeur marketing. « Je ne paierai pas un centime, » dis-je, retrouvant ma voix et ma dignité. « Je ne vous dois rien. » Ce fut alors que tout explosa. Martine s'avança vers moi comme une furie et me jeta l'eau bénite au visage. Le froid du liquide me surprit moins que ce qui suivit. Antoine éclata de rire. Pas un rire nerveux ou confus. Un rire franc, comme si toute la situation lui paraissait terriblement amusante. À ce moment-là, tout s'est mis en place. Les appels secrets, les documents qu'il consultait en cachette, les questions constantes sur nos clients et nos stratégies. Ce n'était pas de l'amour qu'il ressentait pour moi. C'était une opportunité commerciale. J'ai retiré mon voile trempé et j'ai regardé droit dans les yeux de celui qui, quelques secondes plus tôt, allait devenir mon mari. « Tu es viré », dis-je d'une voix ferme. Son rire s'arrêta net. « Qu'est-ce que tu as dit ? » ?»« Ce que tu as entendu. Tu es viré. Récupère tes affaires au bureau lundi et ne te fatigue pas à demander des références. » Le visage d'Antoine passa de l'étonnement à la colère en quelques secondes. « Tu ne peux pas faire ça. J'ai un contrat. Un contrat avec des clauses très spécifiques sur la confidentialité et la loyauté. Des clauses que tu as violées en conspirant avec ta mère contre moi et mon entreprise. Mon avocat t'enverra les détails. » Martine se mit à crier quelque chose, mais je ne l'écoutais plus. Je me suis tournée vers les invités, qui restaient figés sur leur siège, comme s'ils regardèrent la scène finale d'un feuilleton. « Je suis désolée que vous soyez venus pour rien. » Le cocktail à l'hôtel Ritz est toujours d'actualité. Considérez cela comme une célébration de ma liberté, pas de mon mariage. Et sur ce, j'ai commencé à marcher vers la sortie.
seule, la tête haute malgré le maquillage qui avait coulé et la robe ruinée. En passant à côté de mon assistante, Pascal, qui était assise au 3e rang, elle se leva comme si on lui avait donné un signal. « C'est fait », me murmura-t-elle en me tendant un mouchoir. Le service juridique a été informé. Ses accès au système sont bloqués depuis 10 minutes. Pascal, toujours si efficace. Toujours une longueur d'avance. C'est pour ça que je l'avais embauché il y a 5 ans, fraîchement sorti de l'université. C'est pour ça que je lui faisais plus confiance qu'à n'importe qui. En franchissant les portes de l'église vers la place ensoleillée, je ressentis une étrange légèreté, comme si je m'étais débarrassée d'un poids que je ne savais pas que je portais. Ce n'était pas la fin que j'avais imaginée pour cette journée, mais c'était peut-être la fin dont j'avais besoin. Le monde autour de moi s'arrêta. Ce n'était pas seulement l'eau bénite qui coulait sur mes cils, c'était ce rire. Le rire moqueur et arrogant de l'homme qui était sur le point de devenir mon mari. À cet instant, comme si un voile s'était levé, j'ai vu tout ce que j'avais ignoré pendant 3 ans. Les commentaires méprisants sur mon travail, la façon dont il prenait toujours le parti de sa mère, les fois où il souriait quand quelque chose me blessait, pour rire. J'avais confondu son silence avec de la compréhension. J'avais confondu le confort avec l'amour. Je suis sortie de l'église avec la dignité qu'il me restait, escortée par Pascal et ma sœur Hélène, qui avait laissé son mari avec les enfants pour venir à mon secours. Le soleil de Paris me frappa avec force, comme pour m'accueillir dans une nouvelle réalité. Les touristes sur la place nous regardaient avec curiosité. Une mariée au maquillage ruiné, escortée par 2 femmes aux expressions féroces, ce n'était pas quelque chose que l'on voyait tous les jours. « Ma voiture est par ici », dit Hélène, en désignant une rue adjacente. « Je te ramène à la maison. »« Non », répondis-je. « Pas à la maison, au bureau. » Pascal me regarda surprise. « Tu es sûre, Chloé ? Tu peux prendre ta journée ? Personne ne s'attendrait à ce que tu travailles aujourd'hui. C'est précisément pour ça que je dois y aller. Je ne laisserai pas Antoine et sa mère penser qu'ils m'ont vaincue. De plus, il y a des choses que je dois vérifier d'urgence. » Le trajet jusqu'à l'immeuble de verre de la Défense, où se trouvait mon bureau, fut silencieux. Hélène conduisait pendant que Pascal passait des appels, annulant des réservations, informant les invités les plus proches, gérant le désastre. Je regardais par la fenêtre, voyant la ville défiler comme si c'était la première fois. Le jardin des Tuileries, le Louvre, l'Arc de Triomphe. Des lieux que j'avais vus 1000 fois, mais qui semblaient maintenant différents. Ou peut-être que c'était moi qui étais différente. En arrivant au bureau, plusieurs employés me regardèrent avec stupeur. Ils ne s'attendaient pas à me voir, et certainement pas en robe de mariée. Xavier, le directeur financier, faillit renverser son café en me voyant entrer dans la salle de réunion. « Chloé, que s'est-il passé ? Tu ne devrais pas être en train de me marier ? Le plan a changé. J'ai besoin que tu me mettes au courant de tous les projets dans lesquels Antoine a été impliqué ces 6 derniers mois, surtout ceux liés à la famille Dubois. Les Dubois, la famille d'Antoine, étaient propriétaires d'une chaîne d'hôtels de luxe présente dans toute la France et une partie de l'Europe. Nous avions signé un contrat pour développer un système de gestion personnalisé qui révolutionnerait l'expérience de leurs clients. Un contrat de plusieurs millions d'euros qu'Antoine avait aidé à obtenir. Xavier hocha la tête et sortit chercher les dossiers. Hélène m'apporta un café et s'assit en face de moi. « Tu veux parler de ce qui s'est passé à l'église ?» Je secouai la tête. « Pas maintenant. D'abord, j'ai besoin de comprendre ce qu'il manigançait. Tu penses qu'il tentait quelque chose contre l'entreprise ? Je ne sais pas. Mais sa mère n'a pas exigé d'argent par hasard. Et la façon dont Antoine a réagi, comme s'il le savait déjà, comme si ça faisait partie d'un plan. » Pascal entra avec une tablette à la main. J'ai bloqué tous ses accès, comme tu me l'as demandé. Et il y a quelque chose que tu devrais voir. Elle me montra une série d'emails entre Antoine et sa mère. Des emails qu'il avait envoyés depuis son compte d'entreprise, se croyant protégé par sa position privilégiée de fiancé. Ce que j'ai lu m'a coupé le souffle. Pendant des mois, Antoine avait partagé des informations confidentielles sur nos développements technologiques avec Martine. Plans, codes, stratégies, tout cela pour qu'une société écran appartenant aux Dubois puisse présenter un système similaire au nôtre à d'autres hôtels concurrents. Un système qu'ils avaient créé en copiant notre travail. « C'est de l'espionnage industriel », murmura Xavier, qui était revenu et regardait les emails par-dessus mon épaule. « On pourrait porter plainte. Et nous le ferons, dis-je, sentant la colère remplacer la douleur.
Mais avant, je veux comprendre l'ampleur des dégâts. Nous avons passé les heures suivantes à examiner des documents, à analyser des contrats, à suivre la piste des informations divulguées. La robe de mariée gisait, oubliée sur une chaise, comme un rappel silencieux de ce qui aurait pu être. Mes talons hauts avaient été remplacés par une paire de baskets que Pascal gardait dans son bureau pour les urgences. Le maquillage avait été nettoyé, révélant mon visage fatigué mais déterminé. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, le puzzle commença à prendre forme. Antoine n'avait pas seulement divulgué des informations, il avait aussi manipulé certains aspects du contrat avec les Hôtels du Bois pour y inclure des clauses qui nous étaient préjudiciables. Des clauses que j'avais approuvées en me fiant à son jugement. Le salaud, il prévoyait de te couler, dit Hélène, qui était restée toute la journée pour me soutenir. Le mariage n'était qu'une diversion. Pas seulement, ajouta Pascal. Regarde ces dates. Il a commencé à divulguer des informations juste après que tu l'aies demandé en mariage, comme si cela lui avait donné la confiance dont il avait besoin pour agir. La révélation me frappa comme une vague froide. J'avais demandé Antoine en mariage il y a exactement 1 an, lors d'un voyage à Aix-en-Provence. C'était une impulsion romantique, influencée par l'ambiance magique de la ville, le vin rosé et la musique des cigales. Il avait accepté avec enthousiasme, peut-être trop d'enthousiasme. Et depuis, nos fiançailles étaient devenues son bouclier et son arme. « Mon Dieu !» murmurai-je. « J'ai été si stupide. »« Non, tu as été humaine, » dit Hélène en me serrant la main. « Tu as fait confiance à quelqu'un que tu aimais. Ça ne fait pas de toi une idiote. Ça te rend normale. » Xavier revint avec d'autres documents. « Il y a autre chose. Le contrat a une clause de pénalité si nous ne respectons pas les délais de livraison. Et devine quoi ? Les délais sont considérablement raccourcis en cas de changement dans la direction du projet. Comme si le directeur marketing était licencié, complétai-je, comprenant enfin tout le plan. Antoine s'attendait à ce que je le licencie après le mariage, quand je découvrirais ses tromperies. L'entreprise devrait payer la pénalité, nos actions chuteraient et les Dubois pourraient la racheter à un prix dérisoire. Mais il ne comptait pas sur le fait que tu le virerais avant le mariage, sourit Pascal. Tu as déjoué leur plan sans le savoir. C'était vrai. En licenciant Antoine dans l'église, j'avais bouleversé toute la chronologie qu'ils avaient prévue. De plus, nous avions maintenant la preuve de son espionnage industriel, ce qui invalidait toute clause du contrat. J'ai regardé les personnes réunies dans cette salle, Pascal, ma fidèle assistante, qui s'était révélée bien plus. Hélène, ma sœur inconditionnelle, Xavier, un collègue qui respectait mon leadership sans le remettre en question parce que j'étais une femme. Ils étaient ma vraie famille. « Bien, » dis-je en me levant. « Voici ce que nous allons faire. Xavier, contacte notre équipe juridique et prépare une plainte contre Antoine et les Dubois pour espionnage industriel et violation de confidentialité. Pascal, contacte tous nos clients et assure-leur que leurs projets sont en sécurité. Hélène, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose de personnel. »« Quoi donc ?» demanda ma sœur. « J'ai besoin d'un endroit où rester cette nuit. Je ne peux pas retourner à l'appartement que je partageais avec Antoine. » Hélène sourit. « J'ai mieux que ça. La maison de grand-mère à Honfleur. Elle est vide depuis qu'elle est partie en maison de retraite. C'est calme, personne ne t'y cherchera, et elle a le plus joli patio pour réfléchir. La maison de grand-mère, cet endroit où nous avions passé les étés de notre enfance, avec son patio plein de géraniums et sa fontaine de pierre qui chantait jour et nuit. Un refuge parfait. Merci, dis-je, sentant les larmes menacées de revenir. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes d'humiliation, mais de gratitude. À vous tous. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous. La même chose que tu fais avec nous, répondit Xavier. Allez de l'avant, parce que tu es Chloé Vasseur, la femme la plus forte que je connaisse. Et pour la première fois de cette journée interminable, j'ai souri. Un petit sourire, prudent, mais réel. Car même si j'avais perdu un avenir que je croyais sûr, j'avais gagné quelque chose de plus précieux, la clarté. Et avec cette clarté, la certitude que le pire était passé. J'ai quitté le bureau alors que le soleil commençait à se coucher sur Paris. Le ciel se teignait d'orange et de violet, comme si la ville voulait me dire au revoir avec un spectacle. Hélène insista pour conduire jusqu'à Honfleur, tandis que je me plongeais dans un silence nécessaire. J'avais troqué la robe de mariée contre un jean et un t-shirt que Pascal avait acheté à la hâte aux Galeries Lafayette. Mes vêtements d'urgence, les avait-elle appelés avec un sourire compréhensif.
Le trajet jusqu'à Honfleur dura un peu plus de 2 heures. À mesure que nous nous éloignions de Paris, je sentais que je pouvais mieux respirer, comme si l'air de la capitale était pollué non seulement par la pollution, mais aussi par la trahison d'Antoine. Les lumières du port de la petite ville normande apparurent devant nous, avec le clocher Sainte-Catherine se découpant sur le ciel nocturne. Honfleur avait toujours eu cet effet sur moi. Elle me transportait dans un autre temps, à une époque plus simple. La maison de la grand-mère était dans le vieux bassin, dans une ruelle pavée où la voiture passait à peine. Hélène s'arrêta devant la porte en bois usé, avec ses heurtoirs en fer en forme de tête de lion qui nous avaient tant fascinés quand nous étions petites. « Tu es sûre que ça ira toute seule ?» demanda-t-elle, inquiète. « Je peux rester cette nuit. »« Ça ira, » l'assurai-je. « J'ai besoin de ce temps seul. Mais merci. Pour tout. » Hélène me serra fort dans ses bras, avant de me donner les clés. « Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit, à n'importe quelle heure. » J'entrai dans la maison et allumai les lumières. Tout était comme dans mes souvenirs. Les meubles anciens recouverts de draps blancs, les murs à colombages, le sol en tomates usé par des générations de pas. L'odeur de lavande et de thym que la grand-mère mettait toujours dans de petits sachets en tissu était encore présente, plus faible mais réconfortante. Je posai la petite valise que Pascal m'avait préparée et sortis dans le patio. La nuit était douce, avec cette fraîcheur normande qui invite à s'asseoir sous les étoiles. La petite fontaine centrale fonctionnait toujours, son murmure constant comme une berceuse. Je m'assis sur le bord en pierre et laissai mes doigts jouer avec l'eau fraîche. Mon téléphone, qui était resté silencieux pendant des heures grâce à Pascal qui avait filtré tous les appels, vibra dans ma poche. C'était un message de ma mère. « Je suis à la maison. Appelle-moi quand tu pourras. Je t'aime. » Je ne me sentais pas la force de lui parler ce soir-là. Ma mère, avec son inquiétude constante et sa tendance à tout dramatiser, aurait besoin d'explications que je n'étais pas encore prête à donner. À la place, j'ai vérifié les autres messages qui étaient arrivés. Il y en avait des dizaines, des amis inquiets, des parents confus, des journalistes avides d'informations. Et puis, il y avait les messages d'Antoine. 32 messages au total. Il commençait par l'indignation. « Comment oses-tu m'humilier ainsi ?» Passait par la justification. Ma mère voulait seulement le meilleur pour nous. Continuait avec de fausses excuses. « Pardonne-moi, je ne savais pas ce que je faisais. » Et se terminait par des menaces. « Tu le regretteras, je détruirai ton entreprise. » L'évolution de son désespoir était gravée dans cette chaîne de messages que je lus avec un étrange détachement, comme si je lisais l'histoire de personnages de fiction dans un mauvais roman. Je n'ai répondu à aucun. À la place, j'ai ouvert ma boîte mail. Parmi l'avalanche de notifications, une se démarquait. Hôtel Dubois demande formellement une réunion. L'expéditeur était Martine. La femme qui, quelques heures plus tôt, m'avait jeté de l'eau bénite au visage voulait maintenant négocier. Je souris devant l'ironie. J'ai éteint le téléphone et me suis reconcentrée sur le son de l'eau. Pendant 3 ans, j'avais été si occupée à construire une vie avec Antoine que j'avais oublié ce que c'était d'être avec moi-même. La solitude ne me semblait pas menaçante mais réconfortante, comme de retrouver une vieille amie. Cette nuit-là, je dormis dans l'ancienne chambre de la grand-mère, sous des draps qui sentèrent la naphtaline et l'histoire familiale. Je n'ai pas rêvé, ou si je l'ai fait, je ne m'en souvenais pas au réveil. Je me suis levée avec la première lumière, ce que je n'avais pas fait depuis l'université. Le silence de la maison était total, interrompu seulement par le cri des mouettes et le murmure constant de la fontaine. J'ai trouvé du café dans la cuisine, probablement laissé par Hélène, et je l'ai préparé dans la vieille cafetière italienne que la grand-mère utilisait toujours. Le rituel de moudre les grains, de chauffer l'eau, d'attendre que le café monte, tout cela me ramenait à une normalité que j'avais perdue dans ma vie trépidante à Paris. La tasse fumante à la main, je suis sortie dans le patio et me suis assise sur le banc en fer forgé. Le soleil commençait à chauffer les vieilles pierres et les pots de géranium rouge que quelqu'un, sûrement Hélène, continuait d'entretenir. J'ai allumé mon téléphone et affronté la réalité. Des dizaines d'appels manqués, des centaines de messages, des notifications de journaux qui parlaient non déjà du scandale de la mariée PDG. L'un des titres disait « Chloé Vasseur, la mariée qui a échangé le « oui, je le veux » contre un « tu es viré ». Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Au moins, ils avaient bien saisi l'essence du drame. Parmi les emails, il y en avait un de Xavier avec pour objet « mise à jour juridique ». Je l'ai ouvert immédiatement. « Bonjour Chloé,
L'équipe juridique travaille déjà sur la plainte. Nous avons trouvé plus de preuves d'espionnage industriel dans les fichiers d'Antoine. Nous avons aussi découvert que Martine Dubois a été en contact avec plusieurs de nos concurrents. C'est plus gros que ce que nous pensions. Je te tiendrai informé. Repose-toi. On s'en occupe. Xavier, repose-toi. Ce mot a résonné dans mon esprit. Quand était-ce la dernière fois que je m'étais permis de me reposer vraiment? Pas des vacances planifiées à la minute près, mais un vrai repos, sans agenda, sans engagement. Je ne m'en souvenais pas. J'ai décidé que ce jour-là, je ne retournerais pas à Paris, ni le lendemain. L'entreprise était entre de bonnes mains avec Xavier et Pascal. Honfleur, avec ses rues étroites et ses siècles d'histoire, serait mon refuge pour quelques jours. J'ai passé la matinée à parcourir le vieux port, me perdant délibérément dans des ruelles qui débouchaient sur des places surprenantes. J'ai visité l'église Sainte-Catherine. Je me suis assise sur ses bancs et j'ai contemplé la lumière filtrant à travers les vitraux. Je n'ai pas prié, je ne le faisais plus depuis des années, mais j'ai trouvé une paix similaire dans le silence et la grandeur de l'espace. J'ai déjeuné dans un petit restaurant près du port, où le serveur, un homme âgé aux yeux aimables, ne m'a pas reconnue comme la mariée PDG des gros titres. Pour lui, j'étais juste une touriste de plus savourant une marmite de fruits de mer et un verre de vin blanc. Cet anonymat était un luxe que j'avais oublié. L'après-midi, j'ai visité le musée Eugène Boudin et je me suis perdue dans les ciels changeants et les scènes de plage de ses peintures. Il y avait quelque chose dans ces paysages qui résonnait en moi. La beauté trouvée dans l'éphémère, peut-être. Quand je suis rentrée à la maison, le soleil commençait à se coucher. J'avais acheté des provisions dans une petite épicerie. Du pain frais, du camembert, des olives, une bouteille de cidre. Un dîner simple que j'ai savouré dans le patio, sous le ciel étoilé de Normandie. Mon téléphone a sonné juste au moment où je finissais de manger. C'était Pascal. « Pardonne-moi de te déranger », dit-elle quand j'ai répondu. « Mais il y a quelque chose que tu dois savoir. Antoine a accordé une interview au Figaro. Elle sera publiée demain. J'ai senti un nœud dans mon estomac. Tu sais ce qu'il a dit ? Seulement des bribes. En gros, il te présente comme une patronne tyrannique, qu'il a utilisée pour grimper dans le monde des affaires. Il dit que la scène à l'église a été provoquée par ton refus de signer un contrat de mariage qui protégerait le patrimoine de sa famille. Bien sûr. Antoine avait toujours été habile à manipuler la vérité. Et les médias adoreraient cette narration. La femme de pouvoir qui abuse de sa position. L'homme victime d'une ambitieuse sans scrupules. Une inversion parfaite de ce qui s'était réellement passé. Devrions-nous répondre ? Demanda Pascal, inquiète de mon silence. Non, décidai-je après quelques secondes. Nous n'allons pas entrer dans son jeu. Qu'il parle. Nous avons les preuves de ce qu'il a vraiment fait. Le moment venu, nous les présenterons là où il se doit. Devant les tribunaux, pas dans les journaux. Il y eut un silence de l'autre côté de la ligne. Puis, Pascal parla avec admiration dans sa voix. « Tu es incroyable. Tu le savais ? N'importe qui d'autre serait anéanti, contre-attaquerait ou se cacherait. Mais toi, tu es là, à planifier les prochains coups, comme si c'était une partie d'échecs. » Ces mots m'ont touchée plus que je ne l'aurais cru. Je ne suis pas aussi forte que j'en ai l'air, Pascal. J'essaie juste de faire ce que je peux pour rester à flot. Eh bien, tu t'en sors très bien. Tout le monde ici t'admire pour la façon dont tu as géré ça. Et d'ailleurs, tu as le soutien total du conseil d'administration. J'ai parlé à tous les membres et ils sont de ton côté. Cette nouvelle était un vrai soulagement. Le conseil d'administration aurait pu voir le scandale comme une raison de remettre en question mon leadership. Leur soutien signifiait que ma position de PDG était assurée, du moins pour l'instant. Merci Pascal, pour tout. Il n'y a pas de quoi. Repose-toi. Et quand tu seras prête à revenir, nous serons là. Après avoir raccroché, je suis restée à contempler les étoiles. L'avenir que j'avais imaginé avec Antoine s'était évanoui. Mais à sa place, s'ouvrait un espace de possibilités que je n'avais pas envisagé. Un espace où je pourrais me redécouvrir, non pas comme la fiancée de quelqu'un ou la patronne des autres, mais simplement comme Chloé. La femme que j'avais oublié d'être en construisant une vie qui s'est avérée être une illusion. Avec cette certitude, je suis allée dormir. Demain serait un autre jour. Un jour de plus dans cette vie inattendue qui m'avait été rendue, comme un cadeau dont je ne savais pas que j'avais besoin. Une semaine après mon mariage raté, je suis retournée à Paris. Le temps passé à Honfleur avait été un baume pour mon âme blessée, mais je ne pouvais pas me cacher éternellement.
L'interview d'Antoine dans Le Figaro avait généré exactement la réaction que j'attendais. Une vague de spéculations, de rumeurs et de jugements hâtifs. Certains me dépeignaient comme une dirigeante impitoyable qui avait utilisé un pauvre homme innocent. D'autres, principalement des femmes en position de pouvoir, me défendèrent comme un symbole de dignité face à la tromperie. La vérité, comme toujours, se situait quelque part entre les deux. J'entrais dans les bureaux de mon entreprise un lundi à 8h du matin. J'avais choisi d'arriver tôt pour éviter le cirque médiatique qui m'attendait sûrement. Je portais un tailleur bleu marine, mon armure pour le monde extérieur. Le bâtiment était presque vide. Seul le personnel de sécurité et quelques employés matinaux. Personne ne m'a regardé avec pitié, ce que j'ai profondément apprécié. Pascal m'attendait dans mon bureau avec un café fraîchement préparé et un dossier de documents sur mon bureau. Son sourire chaleureux fut le meilleur accueil que je pouvais espérer. « Bienvenue », dit-elle simplement, comme si rien d'extraordinaire ne s'était passé, comme si je n'avais pas été sur le point d'épouser un espion industriel, pour ensuite disparaître une semaine entière. « Merci », répondis-je en posant mon sac et en prenant le café. « Qu'avons-nous pour aujourd'hui ?»« No green à 10h. Réunion avec l'équipe juridique pour examiner la plainte contre Antoine et les Dubois. À midi, visioconférence avec les investisseurs pour les rassurer. Et à 16h, elle fit une pause significative. Martine Dubois a demandé une réunion personnelle avec toi. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Martine, c'est une blague? Pas du tout. Elle a appelé personnellement hier. Elle a dit que c'était urgent et qu'elle ne parlerait qu'à toi. J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau vers la skyline de Paris. Le ciel était dégagé. Un de ces jours parfaits de début d'été qui faisaient briller la ville. Que pouvait bien me vouloir Martine après tout ce qui s'était passé? D'autres menaces? Des excuses? J'en doutais. Accepte la réunion, décidai-je après un moment. Mais ici, sur mon territoire, et je veux Xavier et l'avocat présent. Tu es sûr? Pascal semblait inquiète. Cette femme est un poison. Bon, c'est précisément pour ça que je veux l'affronter. Si elle vient à moi, c'est qu'elle est désespérée, et je veux voir pourquoi. Le reste de la matinée se déroula dans un tourbillon d'activités. La réunion avec l'équipe juridique a confirmé ce que nous savions déjà. Nous avions un dossier solide contre Antoine pour espionnage industriel et violation de confidentialité. La visioconférence avec les investisseurs fut tendue mais productive. La plupart comprirent que nous avions évité un désastre plus grand en découvrant la trahison avant qu'il ne soit trop tard. À 16h pile, Martine Dubois entra dans la salle de conseil de mon entreprise. Elle était vêtue de noir, comme si elle était en deuil, bien que son maquillage parfait et ses bijoux ostentatoires contredisaient toute apparence de douleur. 2 hommes en costume coûteux la flanquaient, son avocat personnel et le directeur financier des hôtels Dubois. Je me suis levée pour l'accueillir, non par courtoisie, mais pour établir ma position de pouvoir dès le début. À mes côtés, Xavier et Robert, notre avocat, restèrent assis. « Madame Dubois », dis-je d'une voix neutre, « bienvenue chez Vegatech. » Elle me regarda comme si elle voyait quelque chose de désagréable sous sa chaussure. « Mademoiselle Vasseur », répondit-elle, soulignant le « mademoiselle » avec une méchanceté à peine dissimulée. « Je vous remercie de me recevoir après notre malheureux malentendu. » « Malentendu ? » Je n'ai pas pu empêcher un sourcil de se lever avec incrédulité. Je crois que me jeter de l'eau bénite au visage pendant mon mariage va au-delà d'un simple malentendu. Vous ne croyez pas? Martine fit un geste dédaigneux de la main, comme pour chasser une mouche agaçante. J'étais bouleversée. N'importe quelle mère le serait en voyant son fils commettre une erreur aussi grave. L'erreur de m'épouser ou l'erreur de se faire prendre à espionner mon entreprise? Demandai-je avec une fausse douceur. Les 2 hommes qui l'accompagnaient échangèrent des regards gênés. Clairement, ils n'étaient pas au courant de tous les détails du plan des Dubois. « Mademoiselle Vasseur », intervint l'avocat, un homme d'une 50aine d'années au crâne luisant et aux lunettes à monture métallique. « Nous sommes ici pour résoudre cette situation de manière amicale. Ma cliente reconnaît qu'il y a eu des excès émotionnels des 2 côtés. » Robert, mon avocat, se pencha en avant. « Si par excès émotionnels, vous entendez espionnage industriel systématique, violation de confidentialité et sabotage d'entreprise, alors oui, il y a certainement eu des excès. » L'ambiance dans la salle se tendit visiblement. Martine gardait son expression impassible, mais un tic nerveux à son œil droit la trahissait. « Allons droit au but, » dis-je, fatigué de ce jeu. « Que voulez-vous exactement de cette réunion ?» Le directeur financier se racla la gorge et ouvrit sa mallette. «
Nous avons une proposition pour vous, mademoiselle Vasseur. Les hôtels Dubois sont disposés à vous dédommager financièrement pour tout inconvénient causé. En échange, nous demandons que vous retiriez toute plainte en cours et que vous signiez un accord de confidentialité sur ce qui s'est passé. » J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Le rire jaillit du plus profond de moi, authentique et libérateur. Les 3 visiteurs me regardèrent comme si j'étais devenue folle. Me dédommager ? Après avoir tenté de voler mes secrets d'entreprise, de saboter mes contrats et de m'humilier publiquement ? Combien pensez-vous que tout cela vaut ? L'homme fit glisser un papier sur la table. Un chiffre avec beaucoup de zéros me regardait avec défi. C'était une somme importante, suffisante pour vivre confortablement sans travailler pendant des années. Mais l'argent n'avait jamais été ma motivation principale. « Ça ne m'intéresse pas », dis-je, renvoyant le papier sans même y jeter un second regard. « Soyez raisonnable », insista Martine, parlant pour la première fois depuis le début de la négociation. Ce scandale ne profite à personne. Mon fils a suffisamment souffert de son humiliation publique. Mon humiliation publique ? Intéressant comment vous avez réécrit l'histoire dans votre esprit, Madame Dubois. La presse peut être très cruelle, continua-t-elle, ignorant mon commentaire. Surtout avec les femmes en position de pouvoir. Êtes-vous sûr de vouloir risquer une bataille médiatique ? La voilà, la menace voilée. Si je n'acceptais pas leur argent, ils utiliseraient leurs contacts dans les médias pour détruire ma réputation. C'était le genre de tactique qui aurait fonctionné avec l'ancienne Chloé. La Chloé qui craignait le conflit et cherchait l'approbation. Mais cette Chloé était morte sur l'autel de Saint-Sulpice. « Laissez-moi vous montrer quelque chose, Madame Dubois, » dis-je, en faisant un signe à Xavier. Il activa l'écran de la salle où un document apparut. « Ceci est un rapport détaillé des activités de votre fils dans mon entreprise au cours des 6 derniers mois. Il comprend des copies d'emails, des journaux d'accès aux serveurs, des transferts de données vers des adresses IP liées directement aux bureaux centraux des hôtels Dubois à Lyon. » Les yeux de Martine s'agrandirent légèrement. « Mais ce n'est pas tout, » continuai-je, savourant secrètement son malaise grandissant. Notre équipe de sécurité informatique a également trouvé ceci. Xavier passa à un autre écran, où s'affichaient des documents financiers. Il semblerait que les hôtels Dubois aient dissimulé des revenus et pratiqué l'évasion fiscale pendant des années. Une information que, par hasard, nous avons découverte en enquêtant sur votre fils. Le directeur financier pâlit visiblement. L'avocat commença à transpirer. Martine maintenait sa façade de calme, mais la raideur de sa posture la trahissait. « C'est de la diffamation », murmura l'avocat sans conviction. « Non, ce sont des faits documentés », répondit Robert tranquillement. « Et nous serions ravis de les partager avec le fisc si nécessaire. »« Que voulez-vous » demanda Martine directement, abandonnant toute prétention de courtoisie. « 3 choses, » répondis-je, levant les doigts pour énumérer. Premièrement, des excuses publiques pour les événements à l'église. Deuxièmement, la renonciation d'Antoine à toute poursuite contre moi ou mon entreprise. Et troisièmement, la vente de leurs actions minoritaires dans le projet commun à un prix juste déterminé par un expert indépendant. Et en échange, les informations sur vos irrégularités fiscales resteront privées, et nous oublierons l'espionnage industriel. Martine me fixa, m'évaluant. Pour la première fois, je pus voir quelque chose de nouveau dans ses yeux. Du respect. Pas de l'approbation. Pas de l'affection. Mais une reconnaissance réticente qu'elle avait sous-estimé son adversaire. « Je dois consulter ma famille », dit-elle finalement. « Vous avez 48 heures, » répondis-je. Après cela, nos avocats engageront toutes les actions légales disponibles. Lorsque les 3 visiteurs quittèrent la salle, Xavier se tourna vers moi avec un sourire admiratif. « Tu as été brillante. »« J'ai seulement fait ce que je devais faire, » répondis-je, bien qu'intérieurement je ressentisse un mélange étrange de satisfaction et d'épuisement. Protéger ce qui est à moi. Robert rangeait ses documents avec une expression pensive. « Tu penses qu'ils accepteront ? Ils n'ont pas le choix, » dis-je avec assurance. Martine Dubois peut être beaucoup de choses, mais elle n'est pas stupide. Elle sait quand elle a perdu une bataille. Et tandis que je regardais par la fenêtre le coucher de soleil parisien, je sus que ce n'était pas la fin de mon histoire avec les Dubois. C'était seulement le début d'une nouvelle dynamique. Une où je n'étais plus la victime, mais la force à craindre. Les mois suivants passèrent comme un tourbillon. Comme je l'avais prévu, Martine Dubois accepta mes conditions. Les excuses publiques parurent dans les mêmes journaux qui, quelques jours plus tôt, m'avaient crucifié. Antoine renonça formellement à toute réclamation
et disparu du paysage des affaires parisiens. Selon les rumeurs, il s'était réfugié dans la filiale des Hôtels Dubois à Buenos Aires. Les actions furent vendues à un prix juste et le projet commun fut dissous sans complications majeures. La presse se désintéressa de mon histoire lorsque de nouveaux scandales, de nouveaux mariages ratés, de nouvelles crises d'entreprise firent surface. La vie suivit son cours. Mon entreprise prospéra. En fait, la publicité non désirée avait mis Vegatech sur le radar d'investisseurs internationaux qui, auparavant, ne nous considéraient même pas. Mais alors que ma vie professionnelle s'épanouissait, ma vie personnelle restait dans un entre-deux auto-imposé. J'avais érigé des murs hauts et épais autour de mon cœur. Je ne sortais avec personne. Je ne socialisais pas plus que ce qui était strictement nécessaire pour les affaires. Mes amis essayaient de me présenter des hommes charmants qui étaient censés guérir mes blessures, mais je rejetais chaque tentative avec un sourire poli et une excuse préparée. C'est Hélène qui intervint finalement un après-midi d'octobre, apparaissant sans prévenir dans mon bureau avec 2 billets d'avion à la main. « Qu'est-ce que c'est ?» demandai-je en levant les yeux de mon ordinateur. « Notre sauf-conduit ?» répondit-elle en posant les billets sur mon bureau. « Paris-Aix-en-Provence, aller-retour. Nous partons vendredi. Hélène, je ne peux pas partir comme ça. J'ai des réunions, des engagements. J'ai déjà parlé à Pascal. Tu as annulé ou reporté tout ce qui était annulable et reportable. Le reste, Xavier peut s'en occuper. » Je la regardais avec un mélange d'irritation et d'étonnement. « Tu as comploté avec mon assistante dans mon dos ? Et avec ton directeur financier ? Et avec ta secrétaire ? Et avec toute l'équipe si ça avait été nécessaire ?» Hélène s'assit en face de moi avec cette expression déterminée que je me rappelais de notre enfance, quand elle décidait que nous allions faire quelque chose et qu'il n'y avait aucun moyen de la dissuader. « Chloé, ça fait des mois que tu es ensevelie sous le travail. Tu ne sors pas, tu ne t'amuses pas, tu manges à peine quelque chose qui ne vient pas dans un récipient en plastique. Tu as besoin d'une pause. » J'ai voulu protester, mais je savais qu'elle avait raison. Le travail était devenu mon refuge et ma prison. Les cernes sous mes yeux en témoignaient, tout comme les kilos perdus qui faisaient que mes vêtements flottaient, là où ils étaient autrefois ajustés. « Pourquoi Aix-en-Provence ?» demandai-je finalement, une reddition déguisée en curiosité. Hélène sourit, sachant qu'elle avait gagné. « Parce que c'est là que tu as demandé cet imbécile d'Antoine en mariage. Tu as besoin de réécrire ce souvenir, de faire la paix avec. Et parce que c'est le moment des vendanges, et rien ne guérit mieux l'âme que le rosé frais, le soleil provençal et les cigales. » 3 jours plus tard, nous atterrissions à Aix sous un ciel bleu parfait. L'air sentait le thym et la lavande, l'histoire et la vie. Nous avons séjourné dans un petit hôtel de charme dans le vieil Aix, avec un patio intérieur rempli de pots de géranium et un oranger qui projetait des ombres dansantes sur les murs ocres. Hélène avait planifié chaque détail du voyage avec une précision militaire. Visite culturelle le matin, long déjeuner dans des bistrots authentiques, sieste réparatrice et soirée dans les fêtes de village, où le vin coulait à flots et la musique résonnait jusqu'à l'aube. Je me suis laissée porter, reconnaissante de ne pas avoir à prendre de décision, d'être simplement Chloé, une touriste de plus dans une ville magnifique, pas la PDG de Vegatech, pas la mariée abandonnée, pas la femme trahie. La 3e nuit, alors que nous déambulions dans une fête de vendange locale, je sentis que quelque chose changeait en moi. Peut-être était-ce le rosé, ce mélange traître qui se boit comme de l'eau mais frappe comme un marteau. Ou peut-être était-ce la musique, le son des rires et des guitares qui résonnaient dans l'air chaud. Ou peut-être était-ce simplement le temps, ce grand guérisseur qui faisait enfin son travail. « Je veux danser », annonçai-je soudain, surprenant Hélène qui me regardait avec de grands yeux. « Toi, celle qui restait toujours assise au mariage, pendant que les autres se ridiculisaient sur la piste ? » « La même, » souris-je, sentant une légèreté inconnue. « Mais aujourd'hui, je veux me ridiculiser aussi. » Nous sommes entrés sous un chapiteau où un groupe jouait de la musique entraînante. Je ne connaissais pas les pas, mais je me suis lancée sur la piste. Je me suis trompée 1000 fois, j'ai marché sur les pieds de plusieurs malheureux, mais j'ai ri comme je ne l'avais pas fait depuis des mois. Quand je me suis finalement effondrée sur une chaise, épuisée et heureuse, Hélène m'a tendu un verre d'eau avec un sourire complice. « Bon retour parmi nous, ma sœur. Cette nuit-là, alors que nous retournions à notre hôtel sous un ciel étoilé, je ressentis une paix que je croyais perdue pour toujours, comme si j'avais laissé tomber un poids que je ne savais pas que je portais.
comme si finalement j'avais pardonné. Pas à Antoine, pas à Martine, mais à moi-même, pour avoir fait confiance, pour avoir aimé, pour avoir été humaine. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une clarté que je n'avais pas connue depuis longtemps. Après le petit déjeuner, j'ai dit à Hélène que je voulais passer la journée seule. « Tout va bien ?» demanda-t-elle inquiète. « Mieux que bien », la rassurai-je. « J'ai juste besoin de faire quelque chose par moi-même. » J'ai passé la matinée à errer le long du cours Mirabeau, cette avenue majestueuse qui avait été témoin de tant d'histoires au fil des siècles. Je me suis assise sur un banc en face de la fontaine de la Rotonde, cette structure dorée qui brillait sous le soleil d'automne, et j'ai sorti mon téléphone. Il était temps de faire quelque chose que j'avais reporté pendant des mois. J'ai ouvert ma messagerie et j'ai commencé à écrire. Pas à Antoine, pas à Martine, mais à mes employés. Un message long et sincère, où j'expliquais ce qui s'était passé, les remerciant pour leur soutien et m'excusant pour mon absence émotionnelle des derniers mois. Je leur parlais de nouveaux projets, d'avenir, d'espoir, et je leur annonçais ma décision de prendre un congé sabbatique de 3 mois pour voyager, me déconnecter et me retrouver. L'entreprise est entre de bonnes mains avec Xavier comme PDG par intérim. J'ai pleinement confiance en vous tous, et je promets de revenir renouvelée, avec de nouvelles idées et la même passion que toujours. J'ai envoyé le mail et j'ai éteint mon téléphone. Pour la première fois depuis des années, je serais vraiment déconnectée. La sensation était à la fois terrifiante et libératrice. Cet après-midi-là, alors qu'Hélène faisait des achats de dernière minute, je suis entrée dans une petite librairie de la vieille ville. J'avais besoin de quelque chose à lire pendant mon voyage, quelque chose qui ne soit pas des rapports financiers ou des analyses de marché. Le libraire, un homme d'une 50aine d'années avec des lunettes rondes et une barbe poivre et sel, m'a recommandé plusieurs romans. Je feuilletais l'un d'eux quand quelqu'un m'a bousculée, faisant tomber les livres que je tenais dans mes mains. « Je suis vraiment désolée », dit une voix masculine avec un léger accent du sud en se penchant pour ramasser les livres. « Ce n'est rien », répondis-je automatiquement, me penchant aussi. Nos mains se sont rencontrées sur « 100 ans de solitude » de Garcia Marquez. J'ai levé les yeux et j'ai croisé des yeux sombres qui me regardaient avec un mélange de gêne et de curiosité. « Je suis une catastrophe », dit-il en souriant. J'ai toujours la tête dans les nuages. C'était un homme d'une 30aine d'années, aux cheveux noirs légèrement bouclés et à la barbe de 3 jours. Il était habillé simplement. Un jean, une chemise blanche aux manches retroussées, une montre en cuir usé. Rien de spécial, rien qui n'attire l'attention. Et pourtant, il y avait quelque chose dans son sourire, dans la façon dont ses yeux se plissaient au coin, qui m'a immédiatement semblé réconfortant. « Garcia Marquez », commenta-t-il en me tendant le livre. « Première lecture ou relecture ?»« Relecture », admis-je. « Je l'ai lu à l'université, mais j'ai l'impression que je le comprendrai différemment maintenant. Les bons livres grandissent avec nous, » acquiesça-t-il. « Je suis Mathieu, au fait. »« Chloé », répondis-je en lui serrant la main. « Touriste ?» demanda-t-il, remarquant mon accent parisien. « Quelque chose comme ça. Une escapade avec ma sœur. Et vous ? D'ici ? » « Né et élevé à Aix, » répondit-il avec fierté. « Bien que maintenant je vive et travaille ici dans le centre. J'ai un restaurant près de la cathédrale. » La conversation s'est déroulée avec une naturalité surprenante. Nous avons découvert que nous partagions un amour pour la littérature latino-américaine, un goût pour le jazz et une aversion commune pour les olives noires. Un sacrilège en Provence, plaisanta-t-il. Quand le libraire toussa discrètement pour nous rappeler que nous étions toujours dans sa boutique, nous avons tous les deux acheté nos livres et sommes sortis dans la rue, où l'après-midi commençait à rafraîchir. « Il y a un salon de thé merveilleux au coin de la rue », suggéra Mathieu. « Si vous n'avez pas de projet... » J'aurais dû dire non. L'ancienne Chloé l'aurait fait, se protégeant derrière le travail, la fatigue, n'importe quelle excuse. Mais la Chloé d'aujourd'hui, la Chloé qui avait dansé avec abandon, qui avait décidé de prendre un congé sabbatique, qui avait pardonné ses propres erreurs, cette Chloé sourit et dit « J'adorerais ». Le salon de thé était un coin magique d'influence orientale, rempli de coussins colorés, de lampes en métal travaillé et de l'arôme sucré de la menthe et de la cannelle. Nous avons parlé pendant des heures, sautant d'un sujet à l'autre avec cette aisance que l'on ne trouve normalement que dans des amitiés de longue date. Il m'a parlé de son restaurant,
spécialisée dans la cuisine provençale avec des touches modernes. Je lui ai parlé de Paris, de mon entreprise, même brièvement du mariage raté, sans entrer dans les détails douloureux. On dirait que nous sommes tous les deux à des moments de transition, observa-t-il. Je viens de divorcer il y a 1 an. C'était à l'amiable, sans drame hollywoodien, mais tout aussi douloureux. Je suis désolée, dis-je sincèrement. Ne le soyez pas. Comme dit ma grand-mère, après la pluie, le beau temps. Quand nous avons finalement regardé l'heure, Hélène m'avait envoyé 3 messages, me demandant où j'étais. Je lui ai expliqué que je prenais un thé et que je la verrais à l'hôtel pour le dîner. Je devrais y aller, dis-je à Mathieu, bien que sans réelle envie de le faire. Bien sûr, il a payé l'addition malgré mes protestations et m'a accompagnée jusqu'à la rue. Ce fut une rencontre fortuite très agréable, Chloé de Paris. De même, Mathieu d'Aix. Il y eut un moment d'hésitation, cet instant gênant où l'on ne sait pas s'il faut faire la bise, se serrer la main, ou simplement se dire au revoir d'un geste. Finalement, il sortit une carte de la poche de sa chemise. « Mon restaurant. Au cas où un jour vous voudriez goûter la meilleure soupe au pistou d'Aix. » Je pris la carte avec un sourire. « Meilleure que celle de ma grand-mère ? C'est à voir. Un défi que j'accepte avec plaisir. » Nous nous sommes quittés avec la vague promesse de peut-être nous revoir avant mon départ. Nous n'avons pas échangé de numéros, nous n'avons pas fait de plan concret. C'était simplement une possibilité flottant dans l'air parfumé d'Aix-en-Provence. En marchant vers l'hôtel, la carte soigneusement rangée dans mon sac et, sentant de solitude, sous le bras, je sentis que quelque chose avait changé en moi. Ce n'était pas un coup de foudre, pas une passion de feuilleton. C'était quelque chose de plus subtil, de plus vrai. La capacité de ressentir à nouveau de la curiosité pour une autre personne, d'imaginer des possibilités, de permettre à la vie de me surprendre à nouveau. Et cela, après tout ce qui s'était passé, était le vrai miracle, le vrai commencement. 1 an après ce jour à l'église Saint-Sulpice, ma vie était méconnaissable. Le congé sabbatique de 3 mois s'était étendu à 5, pendant lesquels j'ai parcouru le sud de l'Italie avec un carnet de croquis et un appareil photo. J'ai dormi dans de petites pensions dans des villages accrochés aux falaises de la côte amalfitaine. J'ai appris à faire des pâtes maison avec une vieille dame en Sicile qui parlait à peine français, mais dont les mains ridées communiquaient plus que 1000 mots. Je me suis perdue dans les rues de Naples, cette ville chaotique et passionnée qui me rappelait que la beauté ne vient pas toujours dans des emballages parfaits. Et oui, je suis retournée à Aix-en-Provence avant de rentrer à Paris. J'y ai passé 1 semaine, dînant chaque soir au restaurant de Mathieu. Il me montrait la ville comme seul un local pouvait le faire. Les cours cachés, les bars où le jazz surgissait spontanément à minuit, les vues sur la campagne environnante à l'aube quand les touristes dormaient encore. Il n'y a pas eu de grandes déclarations, pas de promesses éternelles. Juste 2 personnes apprenant à se connaître lentement, sans hâte mais sans pause. Quand je lui ai dit au revoir à la gare, nous avons échangé nos numéros et une simple promesse. On reste en contact. Et nous l'avons fait. Des messages quotidiens qui sont devenus des appels hebdomadaires. Il est venu à Paris quelquefois pour des conférences gastronomiques. Je suis retournée à Aix pendant le pont de la Toussaint pour voir les couleurs d'automne. Notre relation a grandi de manière organique, comme une plante que personne ne force, mais que tout le monde soigne. Sans la frénésie de mes relations précédentes, sans la sensation constante de devoir impressionner ou plaire. Juste 2 adultes qui appréciaient la compagnie de l'autre et qui se donnaient de l'espace nécessaire pour guérir, pour grandir, pour être. Quand je suis revenue définitivement à Paris et que j'ai repris mon poste de PDG, l'entreprise avait prospéré sous la direction de Xavier. Loin de me sentir menacée, je me suis sentie libérée. Nous avons mis en place un système de codirection qui nous permettait à tous les 2 d'avoir des vies plus équilibrées. Nous avons créé une fondation pour aider les femmes entrepreneurs qui avaient subi des situations d'abus ou de harcèlement dans leur travail. Nouveau départ, nous l'avons appelé, et c'est devenu mon projet le plus personnel. D'Antoine et des Dubois, je n'ai su que peu de choses. Leur nom apparaissait occasionnellement dans les nouvelles économiques, toujours en Argentine ou au Chili, loin de la France et de moi. Les hôtels Dubois ont subi une restructuration après un contrôle fiscal qui, curieusement, a coïncidé avec l'époque de notre différend. Je n'ai ressenti aucune satisfaction en l'apprenant, juste une étrange sensation de clôture, comme quand on ferme la porte d'une maison qui n'est plus la sienne.
C'est Hélène qui a suggéré que j'organise un dîner pour célébrer l'anniversaire de ma libération, comme elle insistait à l'appeler. Au début, j'ai résisté. Qui célèbre un mariage qui n'a pas eu lieu? Mais j'ai finalement cédé à son enthousiasme. On ne célèbre pas un mariage raté, a-t-elle argumenté. On célèbre ta renaissance. Ainsi, un soir de mai, exactement 1 an après le jour qui aurait dû être le plus heureux de ma vie, j'ai réuni dans mon appartement fraîchement rénové du Marais les personnes les plus importantes de ma vie. Hélène et sa famille, Pascal et son fiancé, Xavier et son mari, quelques-unes des femmes de la fondation, des amis retrouvés après des années de distance causées par ma relation absorbante avec Antoine. Et Mathieu, qui avait voyagé d'Aix spécialement pour l'occasion, apportant avec lui les ingrédients pour préparer une soupe au pistou qui, effectivement, rivalisait avec celle de ma grand-mère. Mon appartement, que j'avais entièrement redécoré en éliminant toute trace de la présence d'Antoine, s'est rempli de rires, de conversations et du tintement des verres. La terrasse, avec ses nouvelles plantes et ses lumières chaudes, accueillait de petits groupes qui allaient et venaient, profitant de la douce nuit parisienne. Dans un coin, un ami guitariste de Mathieu jouait doucement, créant une atmosphère à la fois intime et festive. À minuit, quand le dîner était terminé et que le dessert, une tarte tropézienne préparée par Mathieu, était servi, Hélène frappa doucement son verre avec une fourchette pour attirer l'attention de tous. « Je voudrais porter un toast », annonça-t-elle en se levant. « À ma sœur, Chloé, la femme la plus courageuse que je connaisse. » Tout le monde leva son verre tandis que je sentais mes joues s'enflammer. Je ne m'étais jamais sentie à l'aise d'être le centre de l'attention, surtout pour recevoir des compliments. « Il y a exactement 1 an, » continua Hélène. Cette femme a eu le courage de dire non. Non à une relation toxique, non à une famille manipulatrice, non à une vie qui l'aurait rendue malheureuse. Et ce non a été le oui le plus important qu'elle ait jamais prononcé. Oui à elle-même, à sa dignité, à sa valeur. J'ai regardé autour de la table, tous ces visages qui me regardaient avec affection et admiration. Des visages qui avaient été avec moi dans mes pires moments, qui m'avaient vu tomber et me relever. Et à côté de moi, Mathieu, qui me tenait discrètement la main sous la table, m'offrant un soutien silencieux. « Alors trinquons », conclut Hélène avec un sourire radieux, « au non qui nous sauve et aux oui qui nous libèrent. À Chloé », scandèrent-ils tous en levant leurs verres. L'émotion m'envahit soudain. Ce n'était pas de la tristesse, ce n'était pas de la joie, c'était quelque chose de plus profond et de plus complexe. De la gratitude, pour avoir survécu, pour avoir grandi, pour avoir ces personnes dans ma vie. Je me suis levée, prenant mon propre verre. Les mots, qui coulaient normalement facilement lors des réunions d'affaires, se bloquèrent maintenant dans ma gorge. Je veux aussi porter un toast, dis-je finalement, alors que le silence attentif s'était prolongé presque trop longtemps. À vous tous, à ceux qui étaient à mes côtés quand j'avais le plus besoin de vous, à ceux qui m'ont donné de l'espace pour guérir, mais ne m'ont jamais laissé me sentir seule. Ma voix se brisa légèrement, et je sentis la main de Mathieu serrer la mienne plus fort. « Et je veux trinquer », continuai-je, en retrouvant mon sang-froid. Aux secondes chances. Pas seulement en amour. Je regardais brièvement Mathieu, qui souriait avec cette chaleur que j'avais fini par associer à des après-midi tranquilles et à des conversations profondes, mais dans la vie, à l'opportunité de se redéfinir, de se reconstruire, de se souvenir de qui l'on est vraiment sous toutes les couches que la vie, ou les autres, ou soi-même, a superposées. Je levai mon verre un peu plus haut. À ceux qui tentent de nous briser, dis-je, me souvenant des mots que j'avais répétés tant de fois dans ma tête, et à la force que nous trouvons en nous éloignant. Le tintement des verres résonna sur la terrasse pendant que tout le monde buvait. Mathieu me lança un regard qui contenait une question silencieuse. J'acquiesçai imperceptiblement, lui donnant la permission de faire ce que je savais qu'il voulait faire. Il se leva, grand et calme à mes côtés, et leva à nouveau son verre. « Si vous me permettez », dit-il avec son accent du Sud qui provoquait toujours des sourires à Paris. « J'aimerais ajouter un dernier toast. » Hélène me regarda avec un sourcil levé interrogateur. Je lui rendis le regard avec un petit sourire, un secret partagé entre sœurs. « À l'avenir », dit Mathieu simplement, « à tout ce qui est à venir, au chemin que nous n'avons pas encore parcouru, aux surprises que la vie nous réserve encore. » Il fit une pause et me regarda droit dans les yeux. « Et à cette femme extraordinaire
qui m'a appris que le véritable amour n'est ni possession ni contrôle, mais liberté et respect mutuel. Ce n'était pas une déclaration d'amour traditionnelle. Il n'y avait pas de bague, pas de genoux à terre, pas de promesses grandiloquentes. C'était quelque chose de beaucoup plus puissant. Une reconnaissance publique de ce que nous avions construit lentement pendant 1 an. Une relation basée sur l'honnêteté, la communication, la croissance personnelle et partagée. La soirée s'est poursuivie avec plus de musique, plus de conversation, plus de rire. Au fur et à mesure que les invités partaient, l'appartement est devenu silencieux. Hélène fut la dernière à partir, me serrant fort dans ses bras à la porte. « Je suis fière de toi », murmura-t-elle à mon oreille. « Je l'ai toujours été, mais maintenant plus que jamais. » Quand j'ai finalement fermé la porte, Mathieu était en train de ramasser les dernières assiettes dans la cuisine. Je me suis approchée de lui et j'ai posé ma tête sur son épaule, sentant la familiarité réconfortante de son corps, l'odeur de romarin et de citron qui l'accompagnait toujours. « C'était une soirée parfaite », murmurai-je. « Tu sais quel jour on est demain ?» demanda-t-il en posant les assiettes et en se tournant pour me regarder. « Samedi ? C'est le jour où je t'ai officiellement rencontré il y a 1 an, dans cette librairie d'Aix. » J'ai souri, surprise qu'il se souvienne de la date exacte. « Tu as calculé ? Ce n'était pas difficile. Un jour après ton non-mariage. » Nous sommes restés silencieux un moment, contemplant tout ce qui s'était passé en 1 an, tout ce que nous avions vécu, appris, surmonté. « Tu regrettes quelque chose ?» demanda doucement Mathieu. Je pensais à Antoine, à l'église, à l'eau bénite coulant sur mon visage, au rire cruel, à la douleur aiguë de la trahison. Je pensais aux nuits d'insomnie, aux larmes versées, à la rage qui m'avait consumée pendant des semaines. Je pensais à la perte de confiance, à la peur de redevenir vulnérable, aux cicatrices qui, bien qu'elles ne fassent plus mal, étaient toujours là comme un rappel. Et puis je pensais à tout ce que j'avais gagné. Une entreprise plus forte, un but renouvelé, des amitiés approfondies, une relation avec ma sœur plus solide que jamais. Et Mathieu, cet homme qui était entré dans ma vie par hasard, sans attente, sans pression, m'offrant simplement de la compagnie, de la compréhension et, finalement, un amour tranquille, mais profond. « Pas une seconde », répondis-je avec une sincérité totale. « Tout ce qui s'est passé m'a amené jusqu'ici, et c'est exactement ici que je veux être. » Cette nuit-là, alors que la lune de Paris filtrait à travers les rideaux de ma chambre et que la respiration calme de Mathieu me berçait vers le sommeil, j'ai regardé mon reflet dans le miroir de l'armoire. J'ai vu une femme renaître, non pas comme une mariée, non pas comme une PDG, non pas comme une fille, une sœur ou la compagne de quelqu'un, mais simplement comme Chloé. Une Chloé plus forte, plus sage, plus complète. Et pour la première fois, c'était plus que suffisant. C'était tout.